Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Jean Chénel, je suis instituteur à la retraite et j'habite ce village de Saint-Agrève. 17 ans que je donne des conférences ici à Maillac. Je remercie Élise et Ludo de nous accueillir dans leur grange qui nous est si chère. Je remercie Bruno Mazzocchi qui va filmer la conférence, ce qui vous permettra de la réentendre et pour ceux qui ne sont pas là, de la découvrir. Alors aujourd'hui, je vous invite une nouvelle fois à vous poser quelques questions sur le mystère de nos origines. Car, en effet, comprendre d'où tu viens, c'est savoir qui tu es pour deviner où tu vas. Quand nous regardons le ciel étoilé, regardons-nous nos propres origines? Et alors, sommes-nous tous des enfants des étoiles? Et l'histoire de l'humanité est-elle une histoire galactique? Pour essayer de répondre à ces questions, je vous convie de me suivre en Allemagne de l'Est, en Saxe, près d'une ville qui s'appelle Halle. Et non loin de cette ville, une bourgade, Halle, Nebra. Voilà l'entrée de Nebra. Regardons le blason de cette ville de Halle. Amusante conjoncture, coïncidence signifiante ou pur hasard. L'histoire que je vais vous raconter est extrêmement liée à un ciel étoilé, puisque ce blason, en quelque sorte, représente la voûte céleste d'une manière simple. Et cette histoire est liée plus exactement à la représentation du ciel étoilé. Une représentation qui va déstabiliser nos scientifiques, qui va les décontenancer et qui va en quelque sorte remettre en cause l'histoire officielle de l'humanité. 1999. 3 hommes ratissent la campagne allemande à l'aide de détecteurs de métaux. Soudain, leur détecteur s'anime. Alors, les 3 hommes saisissent des pioches et creusent, et extirpent d'une tombe divers objets archéologiques, des bracelets, des poignards, des lances, mais surtout, un disque en bronze et en or, un disque de 32 cm de diamètre, un disque de 2 kg de masse, et un disque extraordinaire, enfoui jalousement dans cette tombe, en fait, depuis plus de 3000 ans. Regardez ce disque. On va l'appeler le disque de Nebra, puisqu'il a été découvert près de cette bourgade de Nebra. Regardez ce disque, un ciel étoilé, assez sophistiqué, le soleil, la lune et 32 étoiles, dont les 7 étoiles de la Grande Ourse, et surtout, écoutez bien, les Pléiades, la plus ancienne représentation certainement des Pléiades jamais découvertes en Europe. Le disque de Nebra. Ce disque, ce que ces 3 hommes ne savent pas, c'est qu'ils viennent peut-être de faire
la découverte archéologique la plus importante du siècle. Ce qu'ils ne savent pas non plus, c'est que nos scientifiques, nos archéologues, vont être complètement déboussolés, et quelque part, ce disque va remettre en cause les théories officielles. Mai 2001. Mai 2001, Harald Meller, archéologue, directeur de ce musée archéologique que vous apercevez sur cette photo. Harald Meller, disais-je, archéologue, directeur de ce musée archéologique de la ville de Halle, a enfin, non sans mal, récupéré le disque de Nebra. Désormais, ce disque est à l'abri dans ce musée. On va pouvoir l'étudier, l'analyser. Des scientifiques spécialistes dans l'analyse des métaux arrivent. Et grâce à un isotope radioactif du plomb, il date ce disque de 1600 avant Jésus-Christ. 1600 avant Jésus-Christ, en Europe, officiellement, c'est la civilisation du bronze. La civilisation du cuivre et du bronze a duré environ de 2000 avant Jésus-Christ à 800 avant Jésus-Christ. 1600 avant Jésus-Christ, s'écrient les archéologues. Mais messieurs, vous vous trompez, c'est impossible, absolument impossible, vous faites une erreur. Ils crient tellement fort que même ces scientifiques sont déstabilisés. Pourquoi ces archéologues crient-ils si fort? Pourquoi? Pourquoi? Parce que pour eux, cette civilisation du bronze est une civilisation en plein obscurantisme. Pour eux, officiellement, ils n'ont pas encore construit de ville. Ils ne connaissent pas d'écriture. Ils n'ont pas une philosophie élaborée. Des sauvages qui ne pensent qu'à se battre. Plus encore, jusqu'à ce jour, la plus ancienne représentation du ciel étoilé se trouve à Dendera, dans le temple égyptien de la déesse Hathor. C'est un zodiaque que vous apercevez en ce moment. C'est un zodiaque, mais ce zodiaque, il est daté de 50 avant Jésus-Christ. Et là, nous sommes en 1600 avant Jésus-Christ. Or, en 1600 avant Jésus-Christ, la civilisation égyptienne de l'Antiquité, que vous connaissez tous, eh bien, vous le savez, c'est une civilisation élaborée, qui a construit des monuments cyclopéens, des villes, qui a une écriture, une philosophie spirituelle. Et pourtant, en 1600 avant Jésus-Christ, cette civilisation égyptienne n'a pas encore réussi à représenter la voûte céleste d'une manière sophistiquée. Il faudra attendre 50 avant Jésus-Christ, 950 ans après. Alors vous comprenez très bien, comme nos archéologues pensent que cette civilisation européenne du bronze n'arrive pas à la cheville de la civilisation égyptienne, comment voulez-vous, pour nos archéologues, accepter cette réalité? Mais les analyses continuent. Elles continuent. Les spécialistes analysent les objets découverts auprès de ce disque de Nebra. Et ces objets, ces bracelets, ces lances, etc., eh bien, sont datés aussi de 1600 avant Jésus-Christ. Les analyses continuent. On recommence à analyser les métaux qui ont servi à réaliser ce magnifique disque de Nebra. Et là,
Nos archéologues pensaient que ce disque avait été apporté en Europe par une civilisation bien plus évoluée que cette civilisation du bronze. Mais non, pas du tout. Je vous dirais que le consensus n'est pas encore entre les scientifiques parfait. Ceci étant, les métaux constituant ce disque, pour le cuivre, ils viennent d'Autriche. Pour l'étain et l'or, d'Angleterre du sud, de la Cornouaille anglaise. Apparemment, indéniablement, ce disque est l'œuvre de la civilisation du bronze, de cette civilisation locale. D'autant plus que les objets découverts à côté de ce disque ressemblent comme deux gouttes d'eau à d'autres objets découverts dans cette région de Saxe et datés de la civilisation du bronze. Les conséquences de l'existence de ce disque sont tellement énormes que la première réaction des spécialistes, vous l'avez vu, officielle, fut de nier la réalité de cet objet. Nos scientifiques ont souvent du mal à se remettre en question, pas tous, heureusement. En effet, figurez-vous, ce disque n'est pas simplement une représentation symbolique de la voûte céleste, mais un véritable appareil astronomique qui permet de prédire non seulement les cycles du Soleil et de la Lune, mais aussi les conjonctions de Vénus, de Mercure, de Mars. Une conjonction, c'est quand par exemple Vénus s'aligne avec le Soleil et la Terre. Et surtout, ce disque permet de prévoir le lever héliaque des Pléiades. Alors ça, c'est incroyable. Le lever héliaque des Pléiades. Qu'appelle-t-on le lever héliaque des Pléiades? Les Pléiades dans l'hémisphère nord, c'est une constellation, disparaissent pendant un certain temps. Et à un certain moment, elles réapparaissent quelques instants avant le lever du soleil. C'est le lever héliaque des Pléiades. Les archéologues, bien qu'ils ne soient pas encore tous d'accord, sont pratiquement obligés d'accepter de se remettre en question. Malheureusement, il y en a encore qui contestent, alors que c'est évident. Ce disque a été bien réalisé en 1600 avant Jésus-Christ. Ceci étant, certains scientifiques vont aller plus loin, mais alors là, nos scientifiques réfutent, et réfutent toujours. Et pourtant, vous allez le voir au cours de ma conférence, la réalité dont je vais vous parler est omniprésente, même dans des civilisations plus anciennes, comme la civilisation dont je vais parler bientôt, la civilisation néolithique, c'est-à-dire la civilisation de la pierre polie. 6005 avant Jésus-Christ, jusqu'en 2000 avant Jésus-Christ. Regardez ce disque. Regardez-le bien. Il cache un rectangle solsticial. Un rectangle solsticial. Si vous ne le voyez pas bien, je vous le montre comme ça. Le voilà. Vous voyez qu'il s'aligne parfaitement sur les décorations en or. Vous voyez, là, il y en a une qui a disparu. Je reviens en arrière parce que là, c'est dessin, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'un rectangle solsticial? Eh bien, là, vous pouvez lire « Lever du soleil le 21 juin ». Un rectangle solsticial indique les levées et les couchers de soleil au solstice d'été et au solstice d'hiver, et également d'ailleurs aux équinoxes. Mais ces rectangles solsticiaux, je ne sais pas si vous les connaissez, ils sont
particulier, très particulier, puisqu'il change selon la latitude. Selon la latitude. En termes clairs, eh bien, ces gens-là connaissaient-ils la latitude de Nebra? Eh bien oui. Oui, alors ça c'est réfuté immédiatement, parce que connaître la latitude d'un lieu, c'est connaître la forme, les dimensions de la planète Terre. Mais certains scientifiques vont aller encore plus loin, il y a quand même quelques courageux. Regardez le soleil, vous ne voyez rien? Eh bien, je vais vous le dire, il cache le système métrique, le mètre, notre mesure étalon. Ah, bien sûr, il y a les multiples, et puis les sous-multiples comme le centimètre. Oui, pourquoi? Parce que si on le mesure, le diamètre de ce soleil, il fait exactement au millimètre près 10 centimètres, un nombre entier de centimètres. Heureux hasard! Oh oui, c'est pas possible, impossible, disent les archéologues. Oui, mais regardez la Lune, le croissant de Lune. Eh bien, figurez-vous que ce croissant de Lune est inséré dans un cercle qui passe d'ailleurs exactement par le centre du disque. Quelle précision! Quelle précision! Ça n'a pas été placé n'importe comment. Et ce cercle dans lequel est insérée cette lune, ce croissant de lune, mesure exactement 13 cm. Encore un nombre entier de centimètres. Heureux hasard, me direz-vous. Oui, mais les hasards se répètent. Et ce disque, quel est son périmètre? Son périmètre est de 1 mètre, notre mesure, étalon, découvert vers 1798, juste après la Révolution française. Impossible, souvenez-vous, Galilée, en 1642, Galilée, on l'emprisonne parce qu'il dit que la Terre est ronde, et connaître le mètre, notre mesure étalon, est intimement lié, du moins au moment où on l'a découvert, aux dimensions et à la forme de la planète Terre. Alors bien sûr, accepter cette réalité, c'est accepter que cette civilisation du bronze, non seulement était capable de représenter la voûte céleste d'une manière sophistiquée, mais il connaissait la latitude, il connaissait la rotondité de la planète Terre, l'histoire officielle de l'humanité est remise en question. Ceci étant dit, c'est réfuté immédiatement. Cependant, il y a les Pléiades là, vous les voyez? Se lever, Héliade des Pléiades, à cette époque, avait lieu, on peut le calculer, le 1er mai. Le 1er mai. Le 1er mai, d'ailleurs, si vous ne le savez pas, le mois de mai, eh bien, il porte le nom d'une étoile des Pléiades. Maia. Maia, dans la mythologie grecque, c'est une fille d'Atlas. Maia, vous voyez, ça a été repris par exemple après par le christianisme, hein, avec le mois de Marie. Ceci étant, eh bien, ce mois de mai, curieusement, à côté de Nebra et dans toute l'Allemagne, eh bien, aujourd'hui, on fête ce 1er mai. On le fête. Ah, vous me direz, c'est la fête du travail. Pas du tout. Pas du tout. Parce que, effectivement, pour nous, c'est la fête du travail. Mais non. Cette fête qu'on appelle la nuit de Walpurgis, c'est une fête païenne, très ancienne, qui remonte à la nuit des temps. À la nuit des temps. C'est une fête gaélique. C'est une fête gaélique, alors pour ceux qui ne comprendraient pas bien, c'est une fête celte. Mais attention, aujourd'hui, nos historiens et nos préhistoriens, puisque c'est plutôt la préhistoire, mettent les Gaëls et les Celtes dans le même sac. Mais je vais vous montrer que ce n'est pas tout à fait la même chose. Aujourd'hui, on fête encore le 1er mai dans de nombreux lieux d'Europe.
les Celtes. Moi, je m'appelle Chenel, C-H-E-Y-N-E-L. C'est un nom celte. On pense que c'est quelquefois, nos noms sont latins, sont grecs, non. Moi, mon nom, c'est un nom celte qui veut dire clairière de chêne. Donc, vous voyez, j'ai des ancêtres celtes, et vous, en face de moi, vous, pratiquement tous, vous avez des ancêtres celtes, mais je dirais plus, gaéliques, les Gaëls. Tout à coup, ces Celtes, eh bien, vous voyez, ils vont envahir toute l'Europe, même plus que ça, là. Hein. Là, ils ont envahi déjà, vous voyez, les îles britanniques, mais ils vont envahir même la Turquie, vous voyez, là. Seulement, il y a un hiatus, un grand hiatus dans cette histoire officielle. Une anomalie invraisemblable. Invraisemblable. Et ce sont nos ancêtres. C'est notre histoire humaine. Et elle est fausse. Pas entièrement, non, heureusement. Mais il y a quand même des anomalies et des hiatus. Officiellement, les Celtes, eh bien, voyez cette tache bleue là sur cette carte. Officiellement, celle-là, qu'ils vivent pendant peut-être 2000 ans. Ils sont là, au centre de l'Europe, en Allemagne bien sûr, en Autriche. Et puis tout à coup, on nous raconte qu'ils ont migré. Vous voyez les flèches noires hein, de partout. Ils ont migré de partout et ils ont envahi, nous raconte-t-on, l'Europe, de partout, y compris même en Turquie. Et surtout, à un certain moment, eh bien, ils sont arrivés dans les îles britanniques qu'on appelait à cette époque-là la Bretagne. Il y a la Bretagne française, mais à ce moment-là, on appelait les îles britanniques la Bretagne. Maintenant, il y a aussi la Grande-Bretagne aujourd'hui, mais c'était la Bretagne. Alors, ces îles britanniques, ils y arrivent. Ils y arrivent. Mais c'est là le hiatus. C'est là le grand hiatus. Ils y arrivent et figurez-vous que quand ils arrivent là, il y a déjà des gens qui habitent dans ces îles britanniques. Et ces gens-là s'appellent les Gaëls. Et l'histoire officielle va même plus loin. Officielle, là, je vous parle officielle. Eh bien, l'histoire officielle nous dit que les Gaëls, ce sont des proto-Celtes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont précédé les Celtes et que les Celtes ont hérité de la culture et de la connaissance de ce peuple gaélique. Alors, c'est un peu ennuyeux parce que figurez-vous, quand ils arrivent justement dans ces îles britanniques, eh bien, ils trouvent des gens qui parlent depuis très longtemps leur langue, les langues celtiques. Alors ça, c'est pas mal. J'arrive quelque part et les gens parlent comme moi. D'où ça vient? D'où ça vient? Voilà le hiatus. Le grand hiatus, je vous dirais que dans les livres d'histoire, on évite de vous en parler. Mais moi, je me permets d'en parler. Les Celtes auraient envahi officiellement les îles britanniques à partir du 5e siècle avant Jésus-Christ. J'ai oublié de mettre avant Jésus-Christ. Et dans tous les cas, jamais après 1600 avant Jésus-Christ. En termes clairs, officiellement, entre 1600 avant Jésus-Christ et le 5e siècle, 500 ans avant Jésus-Christ, aucun Celte ne connaissait les îles britanniques, n'était arrivé dans les îles britanniques. Oui, mais seulement le problème, c'est que dans ces îles britanniques, les plus anciennes attestations de langue celtique, dans ces îles, vous avez qu'à lire, j'ai fait un texte, remontent à la plus haute antiquité, ce qui signifie que ces îles ont été celtinisées bien avant que les Celtes n'arrivent. Mais par qui? Mais par qui? Voilà le mystère. La solution, donc, vient d'un peuple mystérieux qui a dû coloniser ces terres
peut-être dès 2600 avant Jésus-Christ, et même, je pense, bien avant. Voilà le grand mystère. Voilà l'histoire officielle, notre histoire, nos ancêtres. Cette histoire officielle est bouleversée. Or, on évite d'en parler parce qu'on n'a pas résolu le problème. Et même, bien sûr, on dit que cette civilisation mystérieuse, eh bien, officiellement d'ailleurs on le lit, eh bien, c'est une civilisation effectivement qui habitait vers les côtes atlantiques indéniablement. La Bretagne française a été celtinisée par justement ces Gaëls venant des îles britanniques. Ah, oh, qu'est-ce qui se passe? Alors, oh, vous les connaissez, ceux-là? Ah, moi je les connais. Je suis allé 10 ans en Angleterre. Je les connais tous les deux. Vous voyez qui c'est? Alors là, nous sommes sur un haut lieu sacré, néolithique, officiellement. Nous sommes à Stonehenge. Et vous avez devant vous une druidesse et un druide. Parce que la question qu'on peut se poser, et je vais essayer de découvrir cette mystérieuse civilisation. Si on fête le 1er mai en Europe, en dehors des îles britanniques, est-ce qu'on fête le 1er mai dans ces îles britanniques? Eh bien oui, bien plus qu'ailleurs, car effectivement, toute la culture, et en particulier cette fête du 1er mai, provient des Gaëls. Et bien sûr, leur mythologie, certes, c'est de la mythologie, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Donc je vais m'appuyer, puisqu'il n'y a pas moyen de faire autrement, sur la mythologie des Celtes. Ou non, j'ai dit une bêtise, la mythologie des Gaëls. Parce qu'on les met dans le même sac. Mais attention, vous voyez, moi c'est plus fort que moi, d'un coup je dis Celtes. Et non, c'est Gaël. Et oui, parce que, j'ai oublié de vous le dire, mais vous devez le savoir, la religion des Gaëls et des Celtes, puisque maintenant on les met dans le même sas, c'est le druidisme. Alors dans le druidisme, il y a autant de filles et d'hommes druides ou druidesses. Il n'y a pas de discrimination entre les hommes et les femmes. Et plus encore, dans ces îles britanniques, ça existe aussi un peu en Bretagne et quelquefois ailleurs, mais alors là, il existe ce que vous avez devant les yeux, des néo-celtes, des nouveaux celtes, on dit. Mais en réalité, c'est des néo-gaëls, des néo-gaéliques. D'ailleurs, vous le savez très bien, en Bretagne française, puisque c'est une terre gaélique, on dit les fêtes gaéliques à l'Orient, etc., la musique, etc., de l'Orient. Vous connaissez, donc on met tout dans le même sac, mais c'est pas pareil. Je vous rappelle qu'officiellement, les Gaëls sont quand même les proto-celtes, c'est-à-dire que les Celtes ont hérité de leur culture. Alors là, vous voyez, nous sommes à Stonehenge. À Stonehenge. Et là, on peut se poser une question. Ces néo-druides, que fêtent-ils le 1er mai? Que fêtent-ils? Pourquoi fêtent-ils le 1er mai? Eh bien, ils fêtent le 1er mai en l'honneur de qui? En l'honneur... Ah voilà, celui-là, je l'ai filmé, c'était mon grand ami. Je ne suis pas druide, hein, mais je les connaissais, ils permettaient de filmer. Vous savez, je suis allé 10 ans en Angleterre pour filmer près de 200 crop circles. Je vous en parlerai tout à l'heure, vous allez voir, je vais faire une liaison entre les crop circles et ces Gaëls. Curieux. Mais j'ai travaillé 1 an pour comprendre. Oui, celui-ci s'appelle Terry. S'appelait, parce qu'il vient de mourir. Terry Dobney. C'est le gardien à 35 km au nord de Stonehenge, à 120 km à l'ouest de Londres, de Avebury. Si Stonehenge est une église, Avebury est une cathédrale.
Mais tous les gens se précipitent sur Stonehenge, où il faut payer. Mais c'est magnifique, hein, Stonehenge. D'ailleurs, je vais baser ma conférence là-dessus. Mais aussi sur Highbury, que les gens connaissent beaucoup moins. Voilà Highbury. Highbury, plus grand site néolithique d'Europe. 600 menhirs. Du moins, il n'en reste pas 600. Et vous avez devant vous, ah oui, qu'est-ce que vous avez là devant vous? Vous connaissez ça? C'est ce qu'on appelle un fort sacré. Ah, c'est un fort sacré. Il existe aussi des forts de défense. Mais ça n'a rien à voir avec un fort de défense, à quoi vous le voyez. Eh bien, vous voyez, c'est une enceinte de craie. Et le fossé n'est pas un fossé de défense. Il est à l'intérieur, derrière l'enceinte. Donc ça ne peut pas être effectivement un fort de défense. Il existe des forts de défense là-bas en Angleterre. Mais là, c'est ce qu'on appelle un henge, comme Stonehenge. Stonehenge est un faux henge, mais enfin bon, on l'appelle quand même Stonehenge. Un henge, c'est un fort sacré. Oui, parce qu'en fait, pour ces néo-druides et pour tous ces Gaëls des temps anciens, et les Celtes aussi, bien sûr, eh bien, ces monuments sont des monuments sacrés. C'est là où ils font leurs cérémonies. En Irlande, en Écosse, l'île de Man, au Pays de Galles, en Angleterre, le 1er mai, mais pratiquement dans tous les grands sites mégalithiques, néolithiques de la pierre polie, eh bien, vous trouvez le 1er mai des fêtes. On fête ce 1er mai. Oui, mais en fait, qui on fête ce 1er mai? Vous le savez? Peut-être pas. Alors je vais vous le dire, si vous ne le savez pas. Je vais vous le dire. On fête les Tuatha des Danann. La tribu de la déesse Danu ou Dana que vous apercevez sur cette photo, elle est représentée. Et vous me direz, mais c'est qui ces Tuatha des Danann? Ce sont les derniers dieux descendus du ciel, instructeurs et même géniteurs des Gaëls. Eh bien, je les ai trouvés. Je l'ai trouvé, cette mystérieuse civilisation. Ah, vous me direz, c'est de la mythologie. Mais il n'y a pas de fumée peut-être sans feu. Parce que quand même, et on va continuer à se poser quelques questions. Oui, ils fêtent ces Tuatha des Danann, les derniers dieux descendus du ciel, arrivés dans des nuages et dans des chars volants. C'est l'ufologie, ça fait plaisir à Bruno. Eh bien, ces néo-druides, aujourd'hui, mais depuis des temps immémoriaux, ils fêtent ces Tuatha des Danann, mais pour fêter ces Tuatha des Danann, vous l'avez remarqué, ils choisissent des lieux sacrés, et ces lieux sacrés, ce sont les mégalithes. Alors officiellement, ces mégalithes, c'est la civilisation néolithique, dont je vais reparler dans quelques instants. La civilisation néolithique, 6005 avant Jésus-Christ, jusqu'à juste après la dernière glaciation. 6005 avant Jésus-Christ jusqu'en 2000 avant Jésus-Christ, c'est la civilisation qui a précédé la civilisation du cuivre et du bronze, donc le disque de Nebra. Donc c'est bien sûr plus ancien, parce que par exemple le fort d'Highbury à l'âge des pyramides égyptiennes, Stonehenge 3300 avant Jésus-Christ, c'est plus ancien, mais il y a des monuments bien sûr qui remontent à près de 7000 ans d'âge. Pourquoi choisissent-ils ces mégalithes? Parce que pour les Gaëls, ces mégalithes n'ont pas été construits par la civilisation néolithique. Eux, ils n'en parlent pas de ça. Ça, c'est l'histoire officielle. Ils parlent bien sûr des Tuatha des Danann, mais ils vont plus loin. Ils disent que leurs instructeurs, la tribu de la déesse Danu, qui a donné d'ailleurs le Danube, vous connaissez le fleuve, ça vient de ça. Eh bien, ces néo-celtes, ils choisissent ces monuments parce que pour eux, les architectes des monuments mégalithiques, ce sont
les tuata des Danan, dont issus. Et naturellement, eh bien, comme c'est eux leurs instructeurs, ils continuent à respecter ces lieux sacrés construits par leurs instructeurs, les derniers dieux descendus du ciel, d'abord en Irlande, puis en Écosse, puis sur l'île de Man, et puis ils ont envahi toutes les îles britanniques. Voilà le mystère, voilà le hiatus. J'y reviendrai, dans quelques instants. Je continuerai d'analyser cette civilisation néolithique. Mais avant, pour vous mettre dans le bain et pour vous montrer, disons, une panoplie de hiatus, d'anomalies dans notre histoire humaine, je vais vous présenter d'autres anomalies, comme ça vous serez dans le bain et vous verrez que cette histoire humaine n'est peut-être pas entièrement fausse, mais peut-être remise en question. Cette histoire officielle humaine nous enseigne qu'au niveau de notre évolution humaine, nous sommes passés naturellement et progressivement de chasseurs-cueilleurs aux êtres humains que nous sommes dans cette civilisation moderne. Cette histoire officielle nous enseigne aussi que nous représentons la première civilisation évoluée et la seule à vivre et avoir vécu sur la planète Terre. Cette histoire officielle nous enseigne aussi que nous représentons l'aboutissement de l'intelligence sur cette planète, ça vous rassure. Tout cela semble relativement simple au premier abord, mais quand on y regarde de plus près, de nombreuses anomalies viennent perturber les belles pages de ce grand livre d'histoire. Ainsi, par exemple, comment se fait-il dans l'aventure de la génétique humaine? J'en ai déjà parlé, mais je suis obligé d'y revenir pour ceux qui sont là pour la première fois ou qui n'étaient pas là dans des conférences que j'ai faites ici les années précédentes, donc j'y reviens un peu, mais c'est important à connaître, sinon vous ne comprendrez pas ma conférence. Donc, comment se fait-il, dans l'aventure de la génétique humaine, comment se fait-il que l'être humain, vous, moi, nous possédions 223 gènes d'origine inconnue? 223 gènes d'origine inconnue. D'où viennent ces gènes? Mystère. Heureusement, un éminent spécialiste du génome humain, Stephen Scherrer, c'est un Canadien. Alors il a arrêté depuis quelques instants ses travaux au Texas, aux États-Unis, à Houston. Il était tout simplement directeur du Human Genome Sequencing Center, c'est-à-dire du centre, d'un des plus grands centres qui étudie le génome, c'est-à-dire notre ADN humain. Et il a été quand même surpris, il a eu le courage. Aujourd'hui, il travaille sur les maladies rares des enfants, sur les cancers. Il enseigne à Toronto, aujourd'hui. Le voilà où il enseignait. Et il était directeur de ce Baylor St. Luke's Medical Center. C'est donc cet endroit toujours à Houston, au Texas. Voilà ce qu'il dit. Je n'ai pas voulu déformer sa pensée. Ou il n'est pas allé très loin, mais il a voulu quand même soulever la question. À propos, voilà, c'est pas moi qui parle, c'est lui. À propos des 223 gènes humains d'origine inconnue, qui n'ont donc aucun prédécesseur évolutionnaire,
dans toute l'histoire de la génétique des animaux de la planète Terre, on ne trouve pas ces 223 gènes. Ça ne vous gêne pas. L'hypothèse d'un transfert par bactérie, ah oui, il y en avait qui disent non, non, mais c'est les bactéries qui ont provoqué cette création. Pas du tout. L'hypothèse d'un transfert par bactérie a été écartée. C'est pas moi qui parle, c'est lui. Aussi, Stephen Scherrer, directeur donc de recherche à Houston, USA, au Texas, il est au projet du séquençage du génome humain, déclare ceci. Cela va à l'encontre des théories sur l'évolutionnisme. De plus, ce qui surprend, écoutez bien, ce qui surprend, c'est qu'officiellement, il n'y a qu'une seule source d'ADN pour toute la vie sur Terre. Oui, mais le problème, vous le comprenez, l'humain, il a 223 gènes qui viennent d'une autre origine. Et voilà la théorie qui est flanquée par terre. En voilà un autre hiatus. En voilà un autre. Et comment se fait-il? Comment se fait-il? Il y a 6 millions d'années, le singe et l'être humain. Comment se fait-il que le singe et l'être humain, il y a 6 millions d'années, ont divergé au niveau de leur évolution respective? À partir de ce moment-là, le singe et l'être humain ont divergé à partir, nous dit-on, d'un ancêtre commun. Et pourtant quoi? Et pourtant, pendant ces 6 millions d'années, le singe a stagné. Il a conservé l'apparence qu'il avait dans ces temps reculés. Alors que l'être humain que nous sommes, a subi de grandes mutations. Il a changé, cet être humain, d'une manière radicale. Comment expliquer ces différences évolutives entre l'être humain et le singe? Voilà déjà l'un des plus grands mystères concernant notre évolution. Je disais que l'être humain, a changé d'une manière radicale grâce à l'apparition chez lui d'un langage sophistiqué que je suis en train d'utiliser. Eh bien, d'où vient ce langage? Nul ne sait l'expliquer. C'est l'une des plus grandes énigmes concernant notre évolution humaine. Et plus encore, comment se fait-il que partout sur cette planète Terre, nous puissions admirer des monuments cyclopéens comme les pyramides d'Égypte, comme cette pyramide que vous apercevez? Elle se trouve à Teotihuacan, à 50 km au nord de Mexico, donc au Mexique. C'est un mystère total. Il y a 3 pyramides de ce genre. La pyramide du soleil, la pyramide de la lune et la pyramide du dieu Quetzalcoatl, le dieu serpent à plumes. C'est un mystère total. Cette pyramide a été découverte dans la jungle, elle était complètement cachée par la végétation. Ce sont les Aztèques. Les Aztèques, c'est une civilisation de l'ère chrétienne. C'est 1300, 1500, grosso modo, qui ont été surpris de découvrir ceci. Comment se fait-il que partout sur cette planète Terre, nous puissions admirer des monuments cyclopéens d'une complexité ahurissante, des monuments cyclopéens érigés par des civilisations anciennes oubliées, des monuments cyclopéens relevant d'une technologie qui nous dépasse? Comment se fait-il aussi que l'être humain, sortant de sa caverne, après la dernière glaciation, passe précisément en un clin d'œil de chasseur-cueilleur à
bâtisseurs de pyramides. Comment se fait-il que partout sur la planète Terre, ces êtres humains se mettent à construire des pyramides? Vous le savez, il y en a partout. Il y a autant de pyramides au Pérou, je vais y venir tout à l'heure, qu'en Égypte. C'est moins connu. Il y en a en Chine, en Bosnie, il y en a partout. À quoi servent-elles? Heureusement, et là j'en ai parlé plusieurs fois dans mes conférences, mais je suis obligé de vous rappeler, et puis surtout il y a toujours des gens qui arrivent nouvellement. Heureusement, certains scientifiques éminents se sont penchés sur ces mystères, sur ces anomalies. Comme par exemple Pietro Buffa. Pietro Buffa, c'est un Italien qui pourrait être mon fils. Il est né en 1973, donc il n'est pas très âgé. Ce n'est pas n'importe qui, Pietro Buffa. Il est docteur en biologie moléculaire et surtout, il est détenteur d'un des plus grands prix scientifiques de la planète Terre, le prix Marie Curie. C'est pas n'importe qui, donc. Eh bien, quel courage, Pietro Buffa. Il va lancer une bombe atomique dans la communauté scientifique. Oh, ça a été, vous allez le voir, réfuté immédiatement, et ça l'est toujours. Pour expliquer les sauts quantiques évolutifs inexplicables par leur soudaineté concernant l'évolution humaine, eh bien, Pietro Buffa est arrivé à penser qu'à un certain moment de cette évolution des humains que nous sommes, il y a eu une manipulation génétique par des intelligences inconnues, par des civilisations exogènes, par des êtres des étoiles. Bombe atomique immédiatement réfutée, c'est ce qu'on appelle la théorie de la panspermie dirigée. Il y a deux sortes de panspermie, mais je ne vais pas en reparler, j'en ai parlé dans d'autres conférences. C'est la théorie de la panspermie dirigée. Et pourtant, bien avant lui, un éminent scientifique avait déjà évoqué cette théorie. Le voici. Le voici, Francis Crick. Voilà, Francis Crick. Francis Crick est d'origine anglaise. Il a fait sa carrière aux États-Unis, à San Diego, dans cette université. Je la connais parce que mon gendre et ma fille y ont enseigné. Mais ils ne connaissaient pas Francis Crick. Alors maintenant, ils le connaissent. Francis Crick, c'est pas n'importe qui, Francis Crick. Francis Crick, Grand Prix Nobel de médecine, en 1962. Vous voyez la notoriété. Grand Prix Nobel de médecine et de physiologie. La physiologie, c'est l'étude des tissus vivants. Plus encore, écoutez bien, co-découvreur de l'ADN. Oui, vous avez bien entendu. Co-découvreur de l'ADN en 1953 avec James Watson. Eh bien, au risque de perdre sa notoriété, Francis Crick, dès les années 1970, a le courage, vraiment le courage, de penser que la vie a été inséminée sur la planète Terre par des intelligences inconnues, par des civilisations exogènes. Si vous voulez, j'évite d'utiliser ce terme, mais je vais l'utiliser comme une fois, par des extraterrestres. On tombe dans l'ufologie. Eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, de nombreux scientifiques emboîtent le pas. Et cela, je n'en ai pas parlé, alors je vais vous les présenter. Ces deux-là, j'en avais déjà parlé. Ah, il est un peu jeune, il a vieilli, je vous le dis tout de suite. Il s'appelle Samuel Chang. Samuel Chang et son équipe. Il travaille à l'université de Columbia, au Portugal,
au Canada, à Vancouver. Eh bien, Samuel Chang, avec son équipe, il n'est pas seul, eh bien, pense aussi, comme Francis Crick, comme Pietro Buffa, il pense que vous, que moi, nous transportons en nous les gènes de nos cousins extraterrestres. Bombe atomique, toujours réfutée, et pourtant, ça continue. En voilà l'autre. Vladimir Sherbak et Maxime Makulov, un peu moins connus, parce qu'ils enseignent dans cette université du Kazakhstan. Eh bien, eux aussi pensent la même chose. Cette théorie de la panspermie dirigée, parce qu'il y a aussi la panspermie stellaire, la panspermie dirigée prend du volume. Et on évite d'en parler. On réfute tout de suite. Et ceci étant dit, cette panspermie dirigée est en adéquation, vous le savez, vous en avez entendu tous parler, de certains mythes et de certaines légendes qu'on retrouve depuis des temps immémoriaux partout sur cette planète Terre. Alors je ne vais pas tous les citer parce que je l'ai déjà fait ici, en particulier les Amérindiens, les Indiens d'Amérique, que ce soit en Amérique du Nord, en Amérique centrale ou en Amérique du Sud, j'y reviendrai dans quelques instants, ces Amérindiens vous parlent tous de leurs grands-pères et grands-mères venus des étoiles. Et pour eux, bien sûr, ce sont leurs ancêtres, leurs créateurs. Donc, effectivement, ce sont des mythologies, mais il n'y a peut-être pas de fumée sans feu. Et elles corroborent, curieusement, avec cette théorie de la panspermie dirigée. Mais pour plonger plus encore dans ce mystère de nos origines, pour plonger plus encore dans ces hiatus, dans ces anomalies, il serait bon que je plonge avec vous dans les vestiges laissés par ces civilisations anciennes, oubliées. Et ces vestiges, contrairement aux mythes et aux légendes, nous offrent des objets bien concrets, et aussi quelquefois des textes, quelquefois des squelettes, quelquefois des momies, mais surtout ces monuments cyclopéens qui relèvent d'une technologie qui nous dépasse. Ces monuments cyclopéens nous intriguent. Leur localisation, leur proportion, leur dimension sont les éléments d'une écriture aussi riche que précise, qui transcende le temps et l'espace et qui se joue de la barrière des langues. Alors plongeons dans cette écriture, plongeons. Alors je reviens au Tuatha des Danann. Pour les Gaëls, ce sont les architectes de ces monuments mégalithiques du néolithique. Officiellement, je vous le répète, ces monuments, cette civilisation néolithique qui vivait, je le répète, en 6500 et 2000 avant Jésus-Christ, c'est la civilisation de la pierre polie, c'est une civilisation au balbutiement de l'évolution, je vais y revenir tout à l'heure, officiellement au balbutiement de l'évolution, et vous allez voir que pourtant, cette civilisation néolithique a une science aussi développée que la nôtre à divers niveaux, et même presque plus. Incroyable, mais vrai. Vous allez voir, je vais vous démontrer ça par les démonstrations de certains matheux, mathématiquement, géométriquement, statistiquement.
Le néolithique, c'est la civilisation de la pierre polie, c'est la civilisation qui a érigé ces mégalithes, qui se présentent souvent sous la forme de grandes fiches enfoncées dans le sol, comme par exemple ces menhirs, les menhirs, il y en a même un à Saint-Agrève. Liche-sol, pour ceux qui connaissent, liche-sol, ça veut dire pierre levée, ça vient comme cromlech, lec, vous voyez, le cercle de pierre. Liche-sol, c'est la commune de Saint-Agrève. Ces menhirs sont souvent isolés, et plus rarement, comme en France, à Carnac, dans le Morbihan, alignés. Carnac vient d'être inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Ce n'était pas encore fait, c'est fait. Heureusement, c'est magnifique. À Carnac, il y avait 10 000 menhirs. Il y en a 3 000 et quelques aujourd'hui. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais c'est énorme. Ces mégalithes et ces menhirs se présentent également, quelquefois, je vous les présente un peu, sous la forme de cercles de pierre levée qu'on appelle des cromlechs. Celui-ci, c'est le cromlech de Castlereagh, en Angleterre. Si vous allez un jour en Angleterre, vous aurez la chance de pouvoir en découvrir plus de 150. Les Anglais ont respecté ces lieux, plus que nous. Les Anglais, les Britanniques, parce qu'il y en a partout, en Irlande, etc. Ces mégalithes, vous le savez, se présentent sous la forme de dolmens, une énorme table de pierre qui repose sur des fiches enfoncées dans le sol. Et c'est là qu'on s'aperçoit que cette civilisation néolithique est une civilisation planétaire. Planétaire. Les dolmens, les menhirs, on en trouve partout sur la planète Terre. Et en particulier, celui-ci. Vous savez où il est? Au Montana. Aux États-Unis, il y a 80 sites mégalithiques, près de 50 dolmens. Il y a même un dolmen en plein milieu de la ville de New York, et sur la côte Est. Et le plus grand, et le pays possédant le plus de dolmens au monde, c'est la Corée du Sud. Il y en a qui disent 30 000 dolmens. Vous avez bien entendu, la Corée du Sud. Quand ces dolmens sont alignés, quand il y en a plusieurs les uns à la suite des autres, on appelle ça une allée couverte. Voici l'allée couverte de la Roche-aux-Fées en Ille-et-Vilaine. Ce sont des blocs qui ont été déjà transportés, qui font 50 tonnes, 45, 50 tonnes, qui ont été déjà transportés sur au moins 5 km. J'y reviendrai tout à l'heure. Ces monuments mégalithiques, quand ces allées couvertes sont couvertes de terre, on appelle ça un tumulus. Quand ces allées couvertes sont recouvertes de pierre, on appelle ça un cairn. C-A-I-R-N. Regardez ce cairn qui se trouve dans les Deux-Sèvres. Vous ne remarquez rien? Alors je vous le fais, je vous montre la particularité. C'est une pyramide à degrés. Oui, le néolithique commençait à bâtir des pyramides. Et tout à l'heure, nous irons en Angleterre découvrir la plus haute colline artificielle d'Europe, une pyramide à 6 degrés de l'âge de la pyramide de Saqqara, et du même style. Notez bien ça. En voilà un autre cairn. C'est le cairn de Barnenay, en Bretagne, près de Morlaix, nord-ouest de la Bretagne. C'est une pyramide de 4800 ans avant Jésus-Christ, près de 7000 ans d'âge. Regardez cette longueur. Une pyramide en longueur. C'est pas la peine d'aller en Égypte pour trouver des choses merveilleuses. Et bien sûr, revenons au mystique Higberet. Oui, si vous allez en Angleterre, vous allez trouver, je vous en ai parlé il y a quelques instants, les forts sacrés comme celui d'Higberet, j'y reviendrai tout à l'heure, vous allez voir, nombreux du monde en matière de crop circle.
Et dans ce site d'Hiberée, vous avez, là voilà, la pyramide de Silbury Hill, sous ce cône de craie de 40 mètres de haut, plus haute colline artificielle d'Europe. Ce n'est pas un tombeau, nous affirment les archéologues. Alors, quelle est sa fonction? Mystère. Oui, Silbury Hill que vous apercevez est devenu nombril du monde en matière de crop circle. Tout le monde connaît les crop circles, j'y reviendrai tout à l'heure si vous ne les connaissez pas. Nombril du monde en matière de crop circle, là sous ce cône de craie, je le répète, vous avez une pyramide à 6 degrés, du même style et du même âge, 2003-2006 avant Jésus-Christ, que la pyramide de Saqqara, en Égypte. Alors, bien sûr, cette civilisation néolithique, eh bien officiellement, c'est une civilisation au balbutiement de l'évolution, au balbutiement de l'agriculture, au balbutiement de l'élevage. Ils n'ont pas encore inventé ni la roue ni la poulie. Ils ne savent même pas utiliser la traction animale pour tirer les blocs. Ils n'ont pas d'outils en métal, puisque c'est la civilisation néolithique, c'est-à-dire la pierre polie. Ils ont uniquement des pierres polies. Alors la question, bien sûr, tout le monde se la pose, et vous êtes certainement posé cette question, comment ont-ils pu transporter ce menhir de Elgra à Locmaariaker, le plus grand menhir d'Europe qui faisait 21 mètres de haut, qui a été cassé, nous dit-on, par un tsunami? Il est en orthogonèse. Et l'orthogonèse se trouve à 12-15 km de cet endroit-là, les carrières les plus proches. Comment transporter 330 tonnes, puisqu'il pèse 330 tonnes, sur 15 km? D'autant plus qu'on nous dit que à ce moment-là, dans cette région, il y avait 0 habitant 8 au kilomètre carré. Ah, on nous l'affirme, même pas un habitant au kilomètre carré. Si vous préférez, dans cette région de Karnak où il se trouve, il y avait 30 habitants. Avec 30 habitants, comment transporter 17 menhirs comme celui-ci, il n'en reste plus qu'un. Sur 12-15 km. En fait, dans cette région de Bretagne, allez-y si vous ne connaissez pas, je vous le conseille, il y a 70 000 monuments mégalithiques. D'un menhir de quelques centaines de kilogrammes jusqu'à des tumulus comme le tumulus Saint-Michel qui sont des centaines de milliers de tonnes de matériaux. Eh bien, statistiquement parlant, il faudrait qu'une famille, à cette époque-là, papa, maman et 2 enfants. Papa, maman et 2 enfants aient érigé 5 monuments tous les 2 mois pendant 2000 ans pour arriver à 70 000 monuments mégalithiques. Impossible. On est con? Plus encore. Nos scientifiques, nos archéologues, nous disent que c'est par un heureux hasard, que ces monuments mégalithiques cachent des valeurs mathématiques complexes, comme le nombre d'or qui est omniprésent à Karnak et ailleurs. Et surtout, comme des mesures étalons liées à la forme et aux dimensions de la planète Terre. Par exemple, le système métrique. Oui, le système métrique est omniprésent à Karnak. 4500 avant Jésus-Christ, près de 7000 ans d'âge. Ah non, c'est impossible, c'est un heureux hasard. Ah oui, c'est un heureux hasard. Parce que bien sûr, connaître des mesures étalons liées aux dimensions de la planète Terre et à sa rotondité, non, c'est pas possible, il y a 7000 ans. Absolument impossible. Et pourtant, le voilà, le premier scientifique qui, dès les années 1960, a découvert et démontré, mathématiquement parlant, géométriquement parlant, statistiquement parlant, parce qu'il a étudié tous les je ne sais combien de centaines de monuments dans les îles britanniques et même en Bretagne française,
il s'appelle Sir Alexander, enfin il s'appelait Sir Alexander Thom, ingénieur, écossais de son état, mais il a enseigné en Angleterre. Sir Alexander Thom, dès les années 1960, démontre, d'une manière tout à fait scientifique, je viens de vous le dire, que ces monuments cachent une mesure étalon et le yard mégalithique, 82 cm 94. Le yard mégalithique est un de ses multiples qui vaut 2,5 yards, la toise mégalithique. Les démonstrations sont irréfutables et pourtant, les archéologues réfutent cette découverte. Et oui, parce que c'est une remise en cause totale. Et pourtant, voilà George Kendall, David George Kendall, l'un des plus grands statisticiens de la planète Terre et l'un des plus grands mathématiciens, dès les années 1974 valide le yard mégalithique. C'est indéniable. Eh bien, on le réfute toujours. Dans les années 80 et 90, c'est un Allemand, certainement le plus grand métrologue de la planète Terre. Métrologue, c'est celui qui est spécialiste dans les mesures, le mètre par exemple, ou le yard mégalithique. Il constate que dans tous les mégalithes d'Europe, il y a une mesure antique indéniable, liée aux dimensions de la planète Terre, le yard mégalithique, et la toise également. Et il va plus loin. Il va retrouver ce yard mégalithique à Sumer, c'est-à-dire, j'en ai parlé, je ne vais pas recommencer là-dessus, à Sumer, en Mésopotamie, en Irak aujourd'hui. On va retrouver également en Égypte. On va retrouver dans les pyramides mayas. La pyramide que vous avez aperçue tout à l'heure, la pyramide de Teotihuacan, les pyramides, puisqu'il y en a 3, il y a également le yard mégalithique est présent. En termes clairs, il vient de dire que la civilisation néolithique a, disons, propagé sa culture partout sur la planète Terre. Réfuté, bien sûr, immédiatement. Et le voici, le voilà. Le voici, le voilà, Howard Crowhurst. Howard Crowhurst, c'est un Britannique, docteur en mathématiques. Et oui, il n'est pas docteur en archéologie, alors personne n'écoute. Et pourtant, il va démontrer également, comme Sir Alexander Thom, la validité du yard mégalithique. Il habite depuis 1974 à Ploërmel, à côté de Karnak. C'est certainement le plus grand spécialiste du monde pour Karnak, par exemple. Et si vous allez à Karnak, dans le kiosque, vous ne trouverez pas son livre. Alors si vous le demandez, on vous dira, c'est pas démontré. Et si, c'est démontré. C'est un matheux, mais on ne l'écoute pas. Howard Crowhurst a validé également la présence du maître, omniprésent dans tous les monuments mégalithiques. Et je vais vous le montrer tout de suite. Je vais vous passer à l'étude précise de certains monuments. Et vous allez voir la science qui est cachée derrière ces monuments, on ne peut pas l'imaginer. Merci Howard Crowhurst. Son fils continue à faire des conférences aussi. Oui, la géométrie, puisque l'architecture de ces monuments, c'est de la géométrie. La géométrie peut être définie comme le déploiement des nombres dans l'espace. Et ainsi, ne l'oubliez jamais, la géométrie mesure la Terre. Géo, terre, métrie, mesure. Mesure de la Terre. Si dans nos écoles modernes, comme je l'ai fait, nous enseignons la géométrie d'une manière scientifique, rationnelle, ne l'oublions jamais, dans les temps anciens, la géométrie était une science sacrée, jetant un pont entre le visible et l'invisible, entre la matière et l'esprit, entre la terre et le ciel. Les formes qui sont produites par la géométrie peuvent être harmonieuses ou dissonantes, exactement comme dans la musique. Certaines formes ont été perçues par les anciens comme ayant des qualités particulières.
des formes qui génèrent des ondes de forme, non seulement des ondes de forme, mais des résonances harmoniques avec tout l'univers et avec tous les êtres humains que nous sommes. Des formes donc qui sont bénéfiques à l'évolution des êtres humains. Des formes qui engendrent, en Bretagne par exemple, dans le cairn de Gravigny, oui, je défends, dans une île, donc un cairn, où vous avez 1 million, vous entendez bien, 1 million d'ions négatifs, très positifs à la santé, alors qu'au maximum sur la planète Terre, on en a 50 000 dans une cascade. Et dans cette salle, il doit y en avoir 30. Quand on est tous rassemblés comme ça, voilà, c'est pour donner une idée. Ça a été mesuré par les scientifiques. Oui, aujourd'hui, donc, la géométrie, c'est un exercice intellectuel. Je saute un petit peu. Tout l'art et l'architecture des anciens n'ont qu'un seul but: aider l'être humain dans son évolution spirituelle. Je dirais plutôt dans la conscientisation de l'être. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est le mot conscience qui est important, mais je le répète quand même. Il ne s'agit pas de devenir de plus en plus sain, S-A-I-N-T. Il ne s'agit pas de devenir de plus en plus intelligent, c'est-à-dire intellect, le bac à tout le monde. C'est la folie. Il s'agit de devenir de plus en plus conscient. Et en ce moment, j'essaie de vous faire prendre conscience des hiatus qu'il y a dans cette histoire humaine. Oui, Howard Crowhurst va démontrer qu'une science ancestrale est à l'origine de l'implantation de tous ces mégalithes. Ces monuments, écoutez bien, sont judicieusement positionnés les uns par rapport aux autres, selon des figures de géométrie, selon des triangles, selon des carrés. Ces monuments sont judicieusement positionnés également sur ce qu'on appelle des hauts lieux vibratoires. Ces monuments sont judicieusement positionnés selon des latitudes. La latitude de Karnak a été choisie, je vais vous le démontrer. Mais connaître la latitude, je le répète, c'est connaître la forme, les dimensions de la planète Terre, la rotondité de la planète Terre. Ainsi, ces édifices, même s'ils sont séparés par des centaines de kilomètres, sont disposés au centième degré près par rapport aux axes cardinaux. Vous vous rendez compte? Ils ont une science de géolocalisation aussi précise que la nôtre. Et ils n'avaient pas de satellite, alors d'où ça vient? Et je vais vous le démontrer. Voilà la science. Voilà leur science. Elle est devant vous. Elle est simple. Il y a des carrés, il y a un triangle. Vous avez ici sur la gauche l'axe cardinal nord-sud. Et horizontalement, l'axe cardinal est-ouest, vous en avez entendu parler. Eh bien, ces gens-là, pour disposer des monuments, allaient utiliser par exemple des carrés. On va par exemple disposer 1 carré, 2 carrés, 3 carrés, 4 carrés par exemple sur l'axe est-ouest. Et puis on peut aussi disposer des carrés en partant dans l'axe nord-sud. Là on va en disposer 1, 2, 3. Et dans ce cas-là on va obtenir un triangle particulier, le triangle 3, 4, 5. Eh bien ce triangle vous allez le retrouver à Karnak. Vous allez le retrouver en Angleterre, vous allez le trouver partout dans les mégalithes, à l'intérieur des monuments, et bien sûr aussi pour disposer les monuments, puisqu'on va positionner par exemple Stonehenge sur cet angle, un autre monument, je vais vous le montrer, sur cet autre angle, et un autre ici. Et ce triangle, ce n'est pas n'importe quel triangle, c'est un triangle doré qui contient le nombre d'or. Pourquoi? Parce que déjà 5 divisé par 3, ça fait 1,6, c'est le nombre d'or. La divine proportion. Et surtout, ce carré, ce triangle, on l'appelle le triangle d'Isis, mais les gens l'appellent souvent le triangle de Pythagore.
mais Pythagore ne l'a pas inventé. Il a découvert, toute l'école pythagoricienne provient d'Égypte. N'oubliez pas que les Égyptiens ont envahi l'Égypte en 331 avant Jésus-Christ et que c'est là, y compris bien sûr la médecine, Hippocrate a traversé la mer Méditerranée sur un esquif au risque de se noyer pour apprendre la médecine en Égypte. Et cette médecine s'appelle la philosophie hermétique, si vous préférez, la philosophie du dieu Thoth, du dieu Hermès Trismégiste, c'est-à-dire l'alchimie. Alors, regardez bien, cette figure contient aussi une bissectrice qui vaut 2 fois le nombre d'or, 2 fois phi, on appelle phi, ce nombre d'or. Eh bien voilà, alors ça c'est pour Philippe, qui m'a dit l'avoir utilisé. Voilà, vous connaissez la fameuse corde à 13 nœuds, avec donc 12 intervalles, et on peut refaire ce triangle facilement. On dit que cette science du néolithique a été transmise par nos constructeurs de cathédrales et d'églises romanes. Donc il y a eu transmission, souvent orale. Mais regardez bien, Stonehenge. Stonehenge, peut-être 150 km à peu près, à l'ouest de Londres à peu près. Stonehenge, dans le sud de l'Angleterre. Voilà Stonehenge pour ceux qui... Alors, Stonehenge a une particularité, c'est le seul monument au monde où il y a des trilithes, c'est-à-dire 2 menhirs sur lesquels repose une pierre horizontale. Alors Stonehenge a été positionné sur un triangle 3, 4, 5 par rapport à 2 autres monuments, Arborloo et Bryn Celli-Du. Alors je vous les montre, c'est voilà, Stonehenge. Vous voyez que c'est dans un espèce de henge, c'est un faux henge, mais enfin bon, dans un espace circulaire sacré, Stonehenge, voilà encore une Stonehenge. Voilà Bryn Celli-Du. Malheureusement, les menhirs sont tombés. On appelle ça le Stonehenge du Nord. C'est également un fort sacré, à l'intérieur avec un cercle de menhirs. Et Arborloo, pardon, j'ai dit une bêtise là, Arborloo, ça. Arborloo, et là, Bryn Celli-Du, c'est un tumulus de 4800 avant Jésus-Christ, donc près de 7000 ans d'âge. Officiellement, c'est une chambre funéraire. Eh bien, ces 3 monuments, Stonehenge est disposé sur un triangle, je pars dans l'axe nord-sud, et je me retrouve à 250 km de là, il y a des montagnes, et je trouve Arborloo qui est positionné au 100e degré par rapport à l'axe cardinal nord-sud. Comment expliquer ça? Et là, vous avez carrément 260 km entre Stonehenge et Bryn Celli-Du. Eh bien, toujours au 100e de degré par rapport aux axes cardinaux. Et là, dans l'axe est-ouest, Bryn Celli-Du et Arborloo sont positionnés dans l'axe est-ouest et il y a à peu près 160 km. Comment ils ont donc une science de géolocalisation aussi sophistiquée que la nôtre? Comment ont-ils fait? Vous me direz, c'est un triangle 3, 4, 5, mais alors, et là je vous prends un exemple, mais c'est omniprésent. Je ne vais pas y passer toute l'après-midi parce que c'est partout. Alors, on dirait, mais ce triangle 3, 4, 5, eh bien, je vous donne un exemple. Là, sur cet axe est-ouest, vous avez près de Bryn Celli-Du un menhir. Vous le mesurez, qui est exactement sur l'axe est-ouest. Et là, ce menhir fait exactement, comme par hasard, 3 mètres exactement. 3 mètres entiers. Et aux équinoxes de printemps et d'automne, le soleil, projette une ombre, et cette ombre fait 4 mètres. C'est-à-dire, en termes clairs, vous avez donc le menhir 3 mètres, l'ombre 4 mètres, et l'hypoténuse 5 mètres, selon le théorème de Pythagore. C'est fou. C'est absolument incroyable. Ça veut dire que ça laisse rêveur. Et je vais vous montrer que ce triangle 3, 4, 5 et que Karnak, que vous avez devant les yeux, a été choisi au niveau de la latitude. C'est la seule latitude dans l'hémisphère nord qui possède une qualité essentielle, du moins pour ces gens, au niveau
de la vibration et du sacré. Karnak a été choisi au niveau de la latitude, ça veut dire que bien sûr il connaissait les dimensions et la rotondité de la planète Terre. Alors à Karnak, il n'y a pas que des menhirs, il y a aussi des dolmens. Voilà le dolmen qui s'appelle Mane El Roek. C'est un peu compliqué, mais enfin bon, c'est comme ça en breton. Vous me direz, il n'a rien d'extraordinaire ce dolmen. Ah si. Ah si. La chambre dite funéraire, qui n'était peut-être pas spécialement funéraire, mais enfin ça c'est autre chose. La chambre intérieure, eh bien c'est un rectangle. Eh bien ce rectangle fait exactement 3 mètres sur 4 mètres. Heureux hasard. Non. Vous retrouvez ce système métrique partout à Karnak. Je ne vais pas vous montrer tous les détails. Seulement, regardez bien ce qui se passe. Si je trace une diagonale, je partage le triangle en 2 triangles, 3, 4, 5. Selon le théorème de Pythagore, il est ici le théorème de Pythagore, la somme des carrés des côtés de l'angle droit est égale au carré de l'hypoténuse. Donc j'ai un triangle 3, 4, 5. Et j'en ai même 2, et j'en ai même, si je trace l'autre diagonale, j'en ai 4. Oui, mais vous me direz, c'est un heureux hasard. Pas du tout. Vous savez pourquoi c'est pas un heureux hasard? Parce que les constructeurs de ce dolmen ont matérialisé cette diagonale. Et cette diagonale indique le lever du soleil au solstice d'hiver. C'est un rectangle solsticial. C'est le rectangle solsticial de la latitude spécifique à la latitude de Stonehenge. Pourquoi? Parce que cette diagonale-là, vous la voyez? On ne la voit pas, hein? Eh bien, elle est matérialisée par des haches en jadéite pour attirer l'attention et l'importance de cette diagonale. Bien sûr en pierre polie, puisque c'est le néolithique, c'est la pierre polie. Alors vous me direz, mais c'est un heureux hasard, ou non? C'est le rectangle solsticial propre à Stonehenge, c'est le seul rectangle, c'est la seule latitude où le rectangle solsticial contient 2 triangles 3, 4, 5 et 2 triangles 3, 4, 5. Je vous rappelle, voilà un rectangle solsticial. Je vous le montre si vous ne le connaissez pas. Et bien sûr, ça a été transmis dans nos églises catholiques, anciennes, romanes ou gothiques. Regardez cette église. Quand vous rentrez dans une église, vous rentrez à l'ouest. Il y a des églises nord-sud, hein, c'est des églises templières, mais c'est d'autres choses. Donc vous êtes sur l'axe est-ouest. Et vous avez en face de vous le lever du soleil aux équinoxes d'automne et de printemps. C'est-à-dire que le soleil se lève là, et il tourne et il se couche derrière vous. C'est égalité entre le jour et la nuit. Et puis là, le côté nord, le soleil va se lever au solstice d'été ici, sur votre gauche, vers le cœur de l'église, à gauche du cœur. Et là, le soleil, c'est le jour le plus long, il va tourner autour de l'église et il va se coucher sur votre gauche aussi, ici. Voilà ce que c'est qu'un rectangle solsticial. Ensuite, au solstice d'hiver, le jour le plus court, il se lève ici et il tourne autour de l'église et il se couche juste sur votre droite. Ce rectangle solsticial change selon la latitude, il est spécifique à chaque latitude. Au 56e degré de latitude nord, au nord de l'Irlande, ou au niveau du mur d'Adrien, il devient un carré. Il devient un carré. Alors on dirait que c'est un heureux hasard, là, ce dolmen de Mane El Roek. Non. Regardez cet heureux hasard aussi. Les rectangles de menhir sont très, très rares. C'est des cercles, je vous l'ai montré tout à l'heure, des cromlechs. Eh bien, figurez-vous qu'à Karnak, dans le lieu dit Krukuno, vous avez un rectangle de menhir, le rectangle de Krukuno, voilà. Les menhirs, il en manque quelques-uns. Eh bien, c'est le rectangle solsticial, c'est-à-dire que vous avez ici 3 unités, 4 unités, 5 unités, et là, vous avez le lever du soleil au solstice, là, d'été, solstice d'hiver. Et en face de vous, le lever aux équinoxes. Alors là, c'est Sir Alexander Thom d'ailleurs qui l'a déjà démontré, là il y a 30 diables mégalithiques, 40 diables mégalithiques et 50 diables mégalithiques.
Et en plus, ce rectangle solsticial a été placé sur l'endroit le plus vibratoire, c'est-à-dire le plus sismique, sur une faille sismique, pour avoir en plus ce qu'on appelle la vibration. Parce que nous allons le voir, ces gens-là maîtrisaient la science du son, donc la science des ondes, la science des vibrations. Une vibration, c'est un flot d'ondes, et nous allons voir que tout est onde. La précision de ces études météorologiques est telle qu'elle prouve l'existence d'une civilisation très ancienne, capable de mesurer la Terre bien avant l'érection des pyramides d'Égypte, parce que ces monuments, bien sûr, sont bien plus anciens, ils ont au moins 2000 ans de plus, et qui répandu ses connaissances sur toute la Terre. Ces découvertes viennent bouleverser l'histoire officielle de l'humanité. Stonehenge. Revenons à Stonehenge. Stonehenge se trouve dans la plaine de Salisbury, 150 km environ de Londres, dans le sud de l'Angleterre. Dans la plaine de Salisbury, nous sommes dans une plaine crayeuse. À 100 lieues à la ronde de Stonehenge, il n'y a que de la craie. Or, si vous regardez les blocs de pierre de Stonehenge, il n'y a aucun bloc de craie. Alors que la craie est un matériau tout à fait exceptionnel, je dirais, pour une construction. Nous avons utilisé la craie dans les châteaux de la Loire, c'est ce qu'on appelle la craie tuffeau, qui blanchit et durcit à la lumière. C'est merveilleux. Elle devient de plus en plus solide et de plus en plus blanche. Eh bien, les constructeurs de Stonehenge n'ont pas utilisé la craie qui est sous Stonehenge. C'est bizarre, ça. Pourquoi n'ont-ils pas utilisé la craie? Eh bien, très certainement, parce que la craie n'a pas des qualités en adéquation avec la vocation de Stonehenge. Et je vais vous donner cette vocation. Oui, ces blocs, il y en a deux sortes. Vous avez les trilithes qui sont en pierre de Sarcène, c'est-à-dire en grès. Ils proviennent de 35-40 km au nord. Ils font quelquefois 70 tonnes pour les transporter sans roue, sans poulie, sans traction animale. On ne sait déjà pas trop comment on l'a fait. Mais au milieu de Stonehenge, vous avez les pierres bleues, des rhyolites et des dolérites. Eh bien, ces rhyolites et ces dolérites proviennent, et c'est prouvé par les géologues indéniablement, ça c'est scientifique, il n'y a aucun doute là-dessus, ça provient du pays de Galles, à 260 km à vol d'oiseau de Stonehenge. Comment ont-ils transporté 300-400 tonnes de pierres? Ça c'est une question. Mais surtout, pourquoi sont-ils allés chercher si loin ce qu'ils avaient bien pris? Parce que ces pierres, ces roches, ces rhyolites et ces dolérites, des roches volcaniques, ont une qualité que la craie n'a pas. Et vous me direz, quelle est cette qualité? Eh bien, cette qualité, je vous la... The Ringing Rocks, ce sont des pierres qui chantent. Ce sont des pierres musicales. Quand vous tapez, vous voyez, il y a un gosse qui s'amuse à taper, il est dans les collines de Presley, avec un marteau, vous pouvez faire toute une gamme musicale. Alors pour ceux qui sont, on appelle ça des lithophones. Comme les phonolithes de chez nous. Le phonolithe, c'est la pierre qui chante. Nos volcans, le Cherbier de Jonde, etc. Le Testaway, tout ça. The Ringing Rocks. Alors vous me direz, mais, eh bien oui, et c'est indéniable ça. On les a choisis parce que ce sont des Ringing Rocks, et figurez-vous que dans les lieux sacrés, par exemple dans les temples hindouistes, eh bien les murs sont entièrement tapissés de Ringing Rocks. Donc on ne trouve pas uniquement dans les mégalithes, on le trouve même dans des religions autres, en Inde, bien sûr, les hindouistes. Regardez, par exemple, il y a un petit village qui se trouve à côté des carrières de Presley Hills, et il s'appelle Maen Clochog. Ça veut dire, le nom de ce village signifie les pierres qui chantent comme des cloches.
Oui, Stonehenge est un temple de la musique. Ces gens maîtrisaient ce qu'on appelle la science du son. Et vous allez voir que Nikola Tesla, qui vivait aux États-Unis, d'origine serbe, c'est lui l'ingénieur qui est à l'origine de la première centrale hydroélectrique au monde sur les chutes du Niagara. C'est lui qui a inventé ce que vous appelez couramment l'énergie libre, c'est-à-dire les ondes scalaires. Je ne sais pas si vous connaissez, mais je vous le signale au passage. Eh bien, oui, Nikola Tesla disait « Celui qui maîtrise la science du son connaît tous les secrets de l'univers. » Eh bien, oui, ces gens-là maîtrisaient la science du son. Alors, certainement pour la guérison, il y en a quelqu'un qui m'a posé la question tout à l'heure, oui, certainement pour la guérison, parce que vous pouvez soigner avec les vibrations, parce que le son, je vous rappelle, le son, ce sont des vibrations sonores. Ma voix, en ce moment, est une onde sonore. Et qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle vous transmet des informations. Toute onde porte une information. Et je vais continuer là-dessus. Vous allez voir, je vais aller encore plus loin. Je vais vous montrer que les crop circles non humains sont également sous cette science. Vous allez voir. Alors là, je vous montre simplement, vous voyez, il y a l'altar stone, c'est-à-dire la pierre d'autel. Eh bien, cette pierre d'autel, en août 2024, on vient de démontrer qu'elle vient d'Écosse, à 750 km à vol d'oiseau de ce lieu. C'est-à-dire que s'ils l'ont transportée par la mer, mais il faut quand même une embarcation solide, parce qu'elle fait 6 tonnes. Eh bien, pourquoi sont-ils allés si loin chercher une roche qui n'est pas sonore? C'est un grès. C'est un grès d'ailleurs qui contient du zirconium qui est utilisé dans le déclenchement des centrales nucléaires. On peut se poser aussi quelques questions là-dessus. Eh bien, voilà, cette pierre vient d'ici, en face des organes. Par la mer, ça fait 1000 km. Pourquoi sont-ils allés chercher si loin cette pierre? Parce qu'elle a une qualité. Certainement ce qu'on appelle la piézoélectricité. Elle contient énormément de quartz. D'ailleurs, toutes les roches, autant les pierres de Sarcène que les rhyolites et les dolérites, contiennent du quartz. C'est-à-dire qu'ils devaient connaître ce qu'on appelle la piézoélectricité, qui est utilisée en informatique, c'est-à-dire contenant du quartz. Et le quartz, vous le savez, eh bien, est capable d'intégrer une pensée, un code. Est-ce que dans ces monuments, ils ont intégré un code qui nous sera peut-être nécessaire un certain jour? On peut se poser la question, moi j'ai travaillé avec le sorcier de ce village, qui m'a fait comprendre que ce n'était pas impossible. Tous ces anciens monuments sont, semble-t-il, des générateurs d'énergie mis en marche par le son et la lumière. C'est la raison pour laquelle la plupart de ces édifices sont réalisés avec des ringing rocks, et c'est pour cela aussi qu'ils sont alignés sur le soleil et sur les étoiles. Le son ou la lumière agit comme un déclencheur qui active une fonction spécifique du monument afin qu'il accomplisse une tâche. Ça peut être beaucoup de choses, certainement plusieurs tâches, de lévitation, de guérison, etc. Alors une question vient à mon esprit, à notre esprit, à votre peut-être esprit. Les architectes de Stonehenge maîtrisaient-ils la science du son? Tout nous invite à le penser. Savaient-ils alors que l'ordre du monde est de nature sonore, vibratoire? Par la science du son, sculptait-il et organisait-il la matière? Et la question, je vous la pose tout à l'heure, je vous ai parlé des Tuatha Dé Danann. Pour les Gaëls, Stonehenge a été érigé par les Tuatha Dé Danann. Eh bien, étaient-ils des dieux descendus du ciel, comme nous l'affirme la mythologie celte, c'est-à-dire les fameux Tuatha Dé Danann? Alors j'ai vérifié dans la mythologie celte, enfin gaélique, il vaut mieux dire, dans la mythologie gaélique, j'ai vérifié si les Tuatha Dé Danann, alors c'est de la mythologie certes,
mais il n'y a pas de fumée peut-être sans feu. Est-ce que ces Tuatha Dé Danann maîtrisaient-ils la science du son d'après leur mythologie? Oui. Je vous le montre. Le dieu d'Agda, Tuatha Dé Danann, eh bien, il possède une harpe magique. Et officiellement, les Gaëls, qui ont hérité apparemment, d'après eux, de ces dieux descendus du ciel, ont inventé la harpe, la cornemuse et le violon. Voilà déjà un indice. Plus encore, dans la mythologie, on nous dit que ce dieu pouvait même faire jouer cette harpe toute seule, quand il en donnait l'ordre, et elle pouvait jouer toutes les musiques qui existent. Elle pouvait vous faire pleurer, rire, léviter, et elle pouvait vous guérir. Elle pouvait même vous tuer d'ailleurs. Plus encore, les Tuatha Dé Danann ont choisi dans cette mythologie tous les rois d'Irlande et d'Écosse. Sur la pierre de la destinée, dont vous avez peut-être entendu parler, en Irlande, la pierre de la destinée, le dernier roi Charles III y a été couronné sur un morceau. Donc elle est connue. Cette pierre de la destinée se trouve au nord de Dublin, en Irlande. Elle se trouve dans un fort, dans un fort sacré, vous voyez, au milieu d'un fort sacré. Elle se trouve donc dans un fort sacré et elle a choisi tous les rois, tous les premiers rois d'Irlande et d'Écosse. Comment elle les a choisis? Ce n'était pas une monarchie héréditaire, c'était une monarchie divine. C'était les dieux, les Tuatha Dé Danann, la tribu de la déesse Danu, qui choisissaient le garçon. Quand le roi mourait, eh bien, ce n'était pas son fils qui lui succédait. C'était un autre garçon. Les garçons se présentaient les uns après les autres et touchaient ce menhir. Et quand un garçon touchait ce menhir et que cette pierre se mettait à chanter, là voilà la musique, là voilà la science du son. C'est lui qui était désigné comme roi, parce qu'il avait les qualités pour devenir roi.